Voilà, sans plus attendre, donc, je vais laisser la parole à Denis Le Châtelier, Denis qui est là, qui va donc organiser donc, cette conférence qu'on a préparée donc, avec Yann Martinet, tout le conseil de section. Merci, je reprendrai la parole à la fin pour le rapport d'orientation. Ok, merci, merci Président. Donc la matinée, la fin de la matinée va se passer avec deux interventions, celle de Laurent Mercier qui va intervenir dans quelques secondes, que je vais présenter, et suivi de Jean-Marc Callois, et puis bien sûr le rapport d'orientation d'Éric. Et à l'issue de cette séance publique, vous pourrez soit discuter entre vous, soit aller voir Alain Chabal qui va peut-être faire une petite exhibition dans le Grand Amphi. Voilà pour la matinée. Et bien sûr, je vous invite tous à rester cet après-midi pour la séance publique de la coopération agricole. Laurent Mercier. Laurent Mercier, vous êtes Chief Policy Officer à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Alors j'ai essayé de traduire Chief Policy Officer. Le mieux que j'ai trouvé, c'est officier chef de police. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça, donc vous nous le préciserez tout à l'heure. Doué d'une double formation de juriste et d'informaticien, vous avez été au sein de cette même DG, fameuse DG Agri, en charge du suivi de programmes de promotion des produits agricoles, des indications géographiques vitivinicoles, plus récemment des questions liées au secteur oléicole, donc vous voyez l'étendue des questions qu'on pourra lui poser après tout à l'heure. Hein. Et last but not least, aujourd'hui donc en charge du développement des protéines végétales. Vous êtes donc, cela va sans dire, particulièrement qualifié pour répondre à cette question du programme « Quelle politique européenne en matière de soutien à la production de protéines ?» Sujet qui intéresse évidemment au point la reine, que dis-je, l'impératrice des protéines végétales qu'est la luzerne, et dont vous avez devant vous les plus dignes représentants. Laurent Mercier, vous pouvez vous exprimer donc au pupitre, et vous avez une vingtaine de minutes. On prendra des questions après dans la salle. On va le faire à l'ancienne, parce que finalement, c'est beaucoup plus convivial que les slidos et autres, et on n'est pas si nombreux que ça, donc on fera tourner un micro. Donc une vingtaine de minutes, questions-réponses, et puis après, Jean-Marc Callois. Merci Laurent. Merci pour cette présentation. Je suis moi-même impressionné par mon titre. Je vais donc vous présenter, comme on m'a demandé, la situation de l'Union européenne par rapport, ou la vision de l'Union européenne par rapport aux protéines végétales. Alors cette vision a été développée déjà il y a quelques années, en 2018, dans un rapport, on reviendra là-dessus. Mais finalement, on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que les protéines végétales, on en parle tellement dans le cadre de l'Union européenne et même dans les cadres nationaux. Et là, il y a un graphique, un grand graphique ici même, qui explique pourquoi. En fait, ce graphique indique le niveau de protéines brutes utilisées par l'alimentation animale dans l'Union européenne. Et on voit en vert les niveaux de protéines utilisés par produit. C'est en anglais, donc je vais vous traduire facilement. Et on a à gauche, on voit que la première source de protéines végétales pour l'alimentation animale, c'est ce qu'on appelle le roughage, c'est-à-dire le fourrage, mais ça comprend aussi le pâturage. Et on voit que la colonne est verte, avec un tout petit peu de bleu, et ça veut dire que tout est produit dans l'Union européenne. Donc la principale source de protéines végétales pour l'alimentation animale, elle est produite dans l'Union européenne. Ensuite, on voit les céréales. On voit aussi que là, la section verte est assez importante. Il y a une petite partie qui est en orange, et ça correspond à la partie qui est importée. Mais on voit qu'elle est largement compensée aussi par la partie en bleu, qui est la partie qui est exportée. Donc finalement, pour les céréales, on n'a pas de dépendance par rapport aux importations. Et puis après, on voit les tourteaux de soja, et là, la situation est très différente. Et on voit que la grande majorité, enfin la quasi-totalité, est importée, et elle est importée en particulier, évidemment, des Amériques, on va dire, des États-Unis du Brésil et de l'Argentine. Alors pourquoi est-ce que cette situation de dépendance de ces protéines issues des tourteaux de soja est problématique? Mais pour deux raisons. D'abord, ça a des effets qui peuvent être négatifs dans les pays tiers d'où sont produits ces tourteaux de soja.
et en particulier les problèmes liés à la déforestation. Mais il y a aussi une autre raison qui est liée au risque de sécurité alimentaire. On a connu quelques crises en fait ces dernières années et qui auraient pu mettre en péril la sécurité alimentaire. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, avoir une si grande dépendance par rapport à des importations, ça pose un problème. Et donc, l'objectif, c'est pour ça que ce sujet est important dans l'agenda européen. Et l'objectif, c'est d'essayer de réduire cette dépendance. Alors, je vais un peu vous décrire, avant de passer en revue les activités de la Commission européenne dans le cadre de cette problématique. Je vais un peu vous brosser une image un peu plus large. En 2020, la Commission européenne a adopté un pacte vert pour l'Europe. Et dans ce pacte vert, il y a un ensemble d'actions. Entre autres, il y a des actions liées à l'agriculture et qui prennent la forme d'une stratégie qui s'appelle de la ferme à la table, Farm to Fork. Et dans cette stratégie, les protéines végétales ne sont pas citées à chaque page. Néanmoins, même s'ils ne sont pas cités à chaque page, c'est un sujet qui est sous-jacent à cette stratégie. Et il y a quelques objectifs qui ont été définis dans cette stratégie-là qui auront certainement un effet sur la réduction de notre dépendance. Et en particulier, le fait qu'il y a un objectif de réduction des engrais de 20% d'ici à 2030, et aussi la réduction des pertes de nutriments d'au moins 50% d'ici à 2030. Ce type d'objectif-là, on ne pourra pas le faire sans avoir un développement des protéines végétales et des protéagineux en général. Et aussi, dans cette stratégie, il y a l'objectif de relancer la production biologique et d'atteindre 25% des superficies agricoles en 2030. Alors cet objectif-là, aussi, pour y atteindre, forcément, on devra se passer pour cette production-là des fertilisants non organiques, minéraux. Et donc, là aussi, les protéines végétales et les protéagineux ont un rôle à jouer indéniable. Mais passons maintenant en revue un petit peu les actions qui avaient été définies dans ce rapport de 2018 dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, donc en 2018, il y a eu ce rapport qui comprenait 5 champs d'action. Et la Commission a donc, depuis lors, essayé de mettre en œuvre des activités dans le but d'atteindre les objectifs liés à ce rapport de 2018. Le premier champ d'action concernait les plans stratégiques de la PAC. À l'époque, en 2018, on ne savait pas la forme que ça allait prendre, mais par contre, on savait qu'il fallait investir cette possibilité-là. Et concrètement, la DG Agri et la Commission a collaboré avec les États membres pour voir comment ces plans d'action pouvaient favoriser les protéines végétales. Et il y a 4 outils dans la PAC qui peuvent vraiment aider cet objectif-là. Le premier, c'est l'aide couplée aux revenus. Et cette aide a vraiment augmenté dans le cadre des Cap Strategic Plan qui ont été remis. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais on a forcément reçu tous les Cap Strategic Plan, tous les plans stratégiques de la PAC des États membres. Il y en a, je pense, 24 qui ont été approuvés. Le dernier, je pense que c'est les Pays-Bas, c'était aujourd'hui. Et on a donc on commence à avoir une vision un peu plus précise de ce que contiennent l'ensemble de ces plans stratégiques. Et au niveau de l'aide couplée, on constate qu'il y a une augmentation de 25% des subsides qui vont être accordés à l'aide couplée aux protéagineux et de 50% des superficies. Pour la France, je ne connais pas trop le détail, mais je pense qu'il y a en tout cas des mécanismes qui ont été renouvelés par rapport à l'ancien système, plus encore des aides couplées liées aux zones montagneuses et aussi aux zones de piémont. Mais ça, ce sont des aides couplées, donc toujours liées aux protéagineux, mais qui impliquent aussi une alimentation à la ferme. Donc le bétail doit bénéficier de la ferme, doit bénéficier de la production de cette aide qui est liée à cette aide couplée. Mais donc, globalement, il y a eu de la part des États membres
vraiment, ils ont vraiment voulu utiliser ces systèmes d'aide couplée aux revenus pour les protéagineux. Aussi, petite information importante, par rapport au système ancien, on a conservé l'avantage, on va dire, stratégique des protéagineux par rapport à ces aides couplées. Donc, il y a une possibilité d'augmenter 2% l'enveloppe des aides couplées si on y intègre les protéagineux. Et il y a aussi eu des améliorations en permettant de couvrir les aides couplées pour des mixtes entre herbage et aides et protéagineux. Pardon. Donc, le système a été amélioré et même étendu par rapport au précédent système. Autre mécanisme qui a été introduit et qui est nouveau dans le cadre de cette PAC, ce sont les programmes opérationnels et qui permettent de financer des investissements dans le secteur des protéagineux. Ça, c'est un mécanisme tout à fait nouveau. C'est un mécanisme qui bénéficie aux organisations de producteurs, donc aux coopératives, à partir du moment où elles sont reconnues. En fait, non pas à partir du moment où elles peuvent déjà en bénéficier avant leur reconnaissance, à condition qu'elles soient reconnues à l'issue de la période de planification. Et ce mécanisme-là est inspiré de ce qui se passait dans les fruits et légumes. La grosse différence, c'est que dans les fruits et légumes, il y a une enveloppe qui est ouverte. Ici, il y a une enveloppe qui est définie par les États membres. Et c'est un mécanisme qui est utile certainement au secteur de protéagineux parce que d'après ce qu'on constate, la filière doit encore se structurer, se renforcer. Il y a des faiblesses sans doute au niveau de la production. On voit du fait des rendements qui peuvent être variables d'une année à l'autre, on voit que les filières ont du mal à s'installer et donc il faut trouver des mécanismes pour essayer de renforcer cette filière-là. Et ces programmes opérationnels, justement, permettent des investissements pour des investissements purement économiques, mais ça permet aussi des investissements liés à l'amélioration des conditions environnementales liées à la production, mais ça permet aussi des investissements liés au risque, on va dire marché, au risque lié aux variations de production. Par exemple, on peut organiser des mécanismes de stockage collectif ou alors des fonds collectifs aussi. Et c'est donc grâce à ces mécanismes-là, on va essayer de diminuer les risques liés aux crises et aux changements au rendement qui sont assez variables d'une année à l'autre. Et alors, quel est le résultat finalement de cette nouvel outil? Ce nouvel outil, hélas, n'a pas été beaucoup utilisé pour les protéagineux en Europe. Un petit peu utilisé dans le secteur des pommes de terre, je pense. Un peu aussi, je crois, dans le secteur animal. Mais dans les protéagineux, il n'y a qu'un seul État membre qui a manifesté son intention de mettre ça en œuvre, c'est la France. Alors, on est content que la France le fasse. On est un peu frustré que les autres États membres ne l'aient pas fait. La raison tient sans doute du fait que pour financer ces actions-là, il faut reprendre des financements qui sont dans le paiement couplé. Et donc là ça demande un arbitrage qui est difficile à prendre. Donc le résultat pour l'instant n'est pas encore tout à fait satisfaisant. On espère quand même que les États membres vont profiter des modifications à leur Cap Strategic Plan pour investir mieux cette mesure. Un autre mécanisme qui est nouveau, ce sont les éco-régimes. Donc, ce sont des systèmes qui permettent de financer des changements de pratiques agricoles au bénéfice de l'environnement. C'est grosso modo l'idée de ces éco-régimes. Je pense que c'est... alors, les États membres ont une grande liberté pour mettre ça en œuvre, en fait. Quelles sont les pratiques qui peuvent être couvertes par l'éco-régime? Par exemple, c'est une rotation qui va au-delà de la conditionnalité de base, où ce sont des pratiques... en fait, tout ce qui peut aller au-delà de la conditionnalité de base peut faire l'objet d'un financement. Et la manière dont c'est mis en œuvre varie vraiment d'un État membre à l'autre. En France, l'approche est assez intéressante parce que c'est une approche un peu globale, holistique, et les agriculteurs vont pouvoir choisir certaines pratiques et vont se constituer un capital point, mais ça je pense que vous savez déjà,
ils vont se constituer un capital point, et s'ils atteignent certains seuils, ils vont pouvoir avoir un financement. Mais dans d'autres États membres, le mécanisme est tout à fait différent, et aussi les pratiques peuvent être différentes. Donc il y a une très grande diversité des approches qui ont été mises en œuvre pour les éco-régimes. Mais globalement, je crois qu'il y a quand même un véritable succès lié à cet outil-là. Ensuite, on retrouve aussi des actions liées au développement rural qu'on retrouve aussi dans ces Cap Strategic Plan. Là, c'est un mécanisme qui est plus classique, qu'on connaît mieux. Et pour ce qui concerne les protéagineux, il y a pas mal d'actions. Il peut y avoir des actions de recherche, mais des actions aussi pour l'alimentation à la ferme, l'alimentation du bétail à la ferme. Donc, il y a pas mal d'actions qui étaient déjà existantes, qui sont toujours possibles. Mais je n'ai pas les statistiques précises pour voir comment ça évolue dans le cadre du développement rural. Donc, pour conclure sur ce point, sur ces éléments-là, la nouvelle PAC a apporté des améliorations au niveau des aides couplées, aussi bien en termes de superficie qu'en termes d'enveloppe budgétaire. Au niveau des programmes opérationnels, il y a un nouvel outil, mais hélas, les résultats n'est peut-être pas satisfaisants en termes d'utilisation de l'outil. Éco-régime, c'est un outil vraiment nouveau et intéressant, vraiment intéressant. Et qu'on peut d'ailleurs associer au paiement pour service environnemental. Je crois qu'en France, vous avez ce système-là de paiement pour service environnemental. Je pense que c'est un système qui est français, mais qui intègre aussi ces mécanismes d'éco-régime et qui vont au-delà de ces mécanismes d'éco-régime. Et enfin, le développement rural, là, il y a une continuité par rapport à ce qui s'est passé aussi avant. Un autre domaine d'action, c'est l'analyse des marchés et la transparence. Donc, on a vu que la filière doit se consolider. Et un des éléments qui, d'après les études, une étude qu'on a fait à l'époque, qui empêchait justement cette structuration, cette consolidation de la filière, c'est le fait qu'il y avait un manque de visibilité sur la rentabilité de la filière et sur, en particulier, les prix. Et donc, on a adopté une réglementation en 2019 et qui est entrée en vigueur en 2020, en 2020, je pense, oui, qui oblige les États membres à transmettre les prix d'un ensemble de produits et en particulier de certains protéagineux. Et donc, on peut suivre l'évolution de ces prix-là de manière assez régulière. Ensuite, et ces prix sont disponibles sur le site internet de la Commission. Un autre élément aussi qui a fait l'objet d'une amélioration, c'est une révision, c'est le règlement des statistiques sur les intrants et les produits agricoles. C'est un règlement statistique. Et grâce à ce règlement, on essaye vraiment d'avoir la vision la plus complète et la mieux mise à jour de la production agricole. Et on avait des lacunes, et je pense en particulier à tout ce qui était lié à l'herbage et aussi au fourrage. Les chiffres étaient disponibles bien après l'année en cours, et donc on avait un retard on ne pouvait pas avoir une description à jour, on va dire, de la situation de cette filière très importante, parce que c'est la première filière pour l'alimentation animale. Et aussi, on avait une vision très, très globale. Maintenant, on va demander des statistiques précises par type d'herbage, les prairies temporaires, les prairies qui sont mixtes, tout ça pourra faire l'objet des statistiques qui sont communiquées par les États membres. Ce sera une réglementation qui devrait être adoptée bientôt, vraiment très bientôt, et qui rentrerait en vigueur en 2025. Et donc on aurait les premières statistiques, sans doute à partir de 2026. Et il y a aussi une période de rodage, sans doute, qui fait que les statistiques vont s'affiner au fil du temps. On a aussi développé un outil qui est le bilan protéique de l'Union européenne des aliments pour animaux. Et ça, cet outil-là, c'était fait en collaboration d'ailleurs avec le secteur, avec entre autres la filière aliments pour animaux. Et donc, le but de l'outil, c'est de voir quels sont les produits qui rentrent dans l'alimentation pour animaux. On voit, par exemple, pour le crop, ça veut dire les cultures arables, on voit la production totale qui est de 167 millions de tonnes,
Et on arrive à partir de cette production-là, on arrive à dire, pas production, la consommation, pardon, on arrive à dire ce qui est d'origine européenne et on calcule après la portion de protéines pures dans ces 167 millions de tonnes. En l'occurrence, ce sera 16,99 millions de tonnes. Et après, on voit ce que cette proportion de protéines, en quoi ça correspond par rapport à l'alimentation totale du cheptel animal. Et on voit par exemple les cultures arables apportent 24% des protéines pures à l'alimentation animale. Pour les coproduits, c'est-à-dire les tourteaux, oui. Ah oui, pardon, oui, bonne idée, oui, super, merci. Donc pour les coproduits, c'est-à-dire les tourteaux de soja, les tourteaux, tout tourteau confondu, soja ou alors colza, et aussi les tournesols, plus encore d'autres coproduits qui ne sont pas nécessairement d'origine animale. Ah non, ils sont d'origine animale, oui, mais d'autres coproduits, pardon. On voit ici le détail d'ailleurs. Par type de produit, la production européenne, ce qui est importé, ce qui est exporté. Et in fine, on voit que ça correspond pour l'ensemble du coproduit à 33% des besoins du cheptel animal, du cheptel. Et avec 27% qui est apporté par les tourteaux. Et même chose pour les produits qui ne sont pas d'origine végétale, 2%, et on voit que la grosse partie des protéines provient du fourrage. Fourrage qui comprend aussi tout ce qu'on appelle grass, donc tout ce qui est herbage. Et donc, on voit que 42% en fait des protéines utilisées par le cheptel provient du fourrage au sens large. Et on voit ici les dried fodder, donc le fourrage déshydraté, apporte, on ne sait pas dire, je n'arrive pas à dire ici le pourcentage que ça va apporter, mais on voit qu'il y a une production de 3,4 millions en 2020-2021, et ils apportent 0,2 millions de tonnes, donc 200 000 tonnes de protéines brutes dans l'Union européenne. Et on voit un chiffre important ici aussi, c'est le chiffre de notre indépendance par rapport aux protéines apportées. On voit que 77% des protéines consommées sont d'origine européenne et donc 23% sont apportées donc non européennes. Cette fiche-là est évidemment disponible sur le site aussi de la Commission, au format Excel, donc on peut un peu jouer avec, et vous pouvez voir le détail aussi de tous ces chiffres-là, et aussi on a une évolution par année, donc on a depuis 2011 ces chiffres sont disponibles jusqu'à cette année-ci. Recherche et innovation, ça c'est aussi un secteur vraiment important. On ne peut pas envisager le développement des protéines végétales sans passer par la recherche et l'innovation. Et l'Union européenne investit beaucoup dans ces programmes-là. Je devrais relire les chiffres, mais je pense qu'on investit pour la période 2020-2021 40 millions d'euros rien que pour le secteur des protéines au sens large, c'est-à-dire les protéines d'origine végétale, mais aussi des protéines alternatives. Et donc, ces programmes de recherche, ça prend la forme souvent de gros programmes où on trouve une quarantaine de partenaires et qui sont de différents horizons, enfin, 40, c'est pas vrai, entre une dizaine et une vingtaine de partenaires, en fait, moins, et qui sont de différents horizons, du secteur privé, mais aussi du secteur universitaire, des centres de recherche. Ces programmes aussi existaient déjà avant 2021, forcément. Ça s'appelait des programmes cadres Horizon 2020. Et maintenant, c'est le programme Horizon Europe. Et il y a une programmation tous les 2 ans. Il y a des nouveaux programmes qui
qui sont proposés un ensemble de programmes. Mais ça couvre aussi des sujets intéressants, parmi justement la viande, la viande qu'on appelle cultivée. Ça fait l'objet, alors que c'est un produit qui n'est pas encore autorisé dans l'Union européenne, ça fait l'objet de recherches. Et c'est parfois un peu assez intéressant de voir dans quelle direction ces recherches évoluent. Mais par contre, il y a aussi des recherches agronomiques, forcément dans le cadre de ces programmes de recherche. Donc c'est vraiment un élément clé du développement du secteur des protéines végétales, il n'y a aucun doute. Au niveau de la promotion des bénéfices des protéines végétales, l'Union européenne et la DG Agri ont ces programmes de promotion des produits agricoles. Et là, il y avait une petite ambiguïté dans les programmes qui existaient à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une promotion ? Forcément, la lucerne peut faire l'objet de promotion, il n'y a pas de doute. Mais il y a par contre un ensemble de produits qui sont plutôt destinés à la consommation humaine. Est-ce qu'ils peuvent faire l'objet de promotion ? Et ça, ce sera clarifié dans le cadre d'une révision qui a pour l'instant lieu de cette politique de promotion des produits agricoles. C'est un outil aussi important parce que c'est vrai que ça vise aussi le grand public. Et une des manières de réduire notre dépendance par rapport aux protéines végétales, c'est certainement de développer la consommation de protéines végétales dans l'alimentation humaine. Et donc ça doit se faire et ça va se faire grâce à ce type de programme de promotion. Ensuite, on a mis un ensemble, ça repasse à l'anglais, tiens. On a mis en œuvre un ensemble d'actions pour l'échange de connaissances. On a fait des réunions, on a fait des séminaires, et c'est un processus qui va continuer. Là, je vous ai décrit les actions de la Commission, mais les États membres aussi étaient actifs dans ce domaine-là. La France, vous le savez, a fait une stratégie nationale. Je ne vais pas vous la commenter, mais c'était un document vraiment intéressant. C'est une stratégie qui est assez orientée sur les pratiques culturelles, enfin, par rapport à d'autres pays, on va le voir, et qui est, par exemple, la rotation, mais aussi il y a des éléments de recherche dedans qui sont vraiment intéressants aussi. Ça n'est pas le seul pays. Les Pays-Bas ont aussi une stratégie, mais qui, elle, est beaucoup plus axée sur les protéines alternatives, sur l'économie circulaire. Et c'est intéressant de voir cette approche qui est différenciée. La Belgique a deux plans stratégiques liés aux protéines. Un plan flamand qui est plus orienté vers la technologie comme les Pays-Bas, les protéines alternatives, et un plan wallon qui est plus proche de l'approche française. D'autres États membres ont aussi des actions dans le domaine. Je pense à l'Irlande, qui a un plan pour le climat. Et dans le cadre du plan pour le climat, il y a un ensemble d'actions justement qui visent le développement des protéagineux, parce qu'il y a un lien clair entre le développement des protéagineux qui peut avoir pour effet de réduire les nitrates. Et les nitrates, on sait que ça a des effets tout à fait délétères sur l'environnement et sur l'environnement. L'Allemagne a aussi son plan, l'Autriche a aussi un plan, le Danemark a aussi un plan, et ces plans sont mis à jour et développent des outils. Par exemple, l'Allemagne, dans le cadre de son plan, ils ont développé un outil similaire à la feuille que vous avez vue avec les rapports, avec l'évolution des protéines brutes consommées par le cheptel. Et d'autres acteurs de l'Union européenne interviennent dans ce domaine-là, et en particulier, je vois le Comité économique et social, le Comité économique et social de l'Union européenne, qui est un organe, une des institutions qui a fait une stratégie justement pour le développement des protéines végétales et aussi des huiles végétales. Et c'est un document qui est vraiment intéressant parce que par rapport à l'approche que la Commission a eue en 2018, c'est une vision qui est plus large. En 2018, notre approche était vraiment de se focaliser sur les plantes riches en protéines, qui avaient un taux de protéines supérieur à 15%, tandis que le Conseil économique et social, lui, veut avoir une approche plus large qui inclut une diminution de la consommation, le cachant de produits animaux, ou alors qui peut inclure aussi les lab meat, les viandes de laboratoire. Donc c'est une vision qui est plus diversifiée. Aussi, un élément intéressant, c'est que la semaine dernière,
le Parlement européen a aussi décidé de préparer un document lié au développement des protéines végétales. Laurent, est-ce que pendant 2-3 minutes, ça suffirait pour oui, certainement, clore? Super. Certainement, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des actions qui vont venir? Eh bien, il y a quelques mois, au mois de mars, la Commission a décidé de revoir son rapport de 2018 sur les protéines. Et on va faire une révision. Mais alors, on doit encore répondre aux questions importantes. Quelle va être la portée de cette révision? Est-ce qu'on va avoir une révision qui sera un peu dans la lignée de ce qui était fait en 2018, qui se focalisait sur les protéines riches, les plantes riches en protéines? Ou alors, est-ce qu'on aura une vision plus large où on va intégrer les protéines alternatives et autres? Le timing n'est pas encore défini. Et la forme, est-ce que ça va être une communication, une stratégie? Ça, c'est encore à définir. Je voulais aussi mentionner les règles, la révision des règles sur l'utilisation des protéines animales dans l'alimentation animale. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a 1 an. Et ça participera aussi à réduire notre dépendance par rapport aux protéines importées, végétales importées. Il y a aussi des règles, on va aussi revoir les règles sur les additifs dans l'alimentation animale. Et enfin, la Commission a entrepris 2 études qui vont avoir un impact aussi sur cette problématique-là. Une étude sur des stratégies d'alimentation animale dans l'UE, avec vraiment un focus sur les protéines végétales, et une autre étude sur l'utilisation des terres dans les zones rurales. Donc, c'est comment est-ce que les terres de la zone rurale vont être utilisées à l'avenir. Et dans ce cadre-là, il y a l'idée de développer une feuille qui est un peu similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure, la feuille verte, où on va voir comment sont utilisés les différents produits agricoles, à quelles fins ils sont utilisés, aux fins d'alimentation animale, humaine, mais aussi, et c'est surtout ça les grandes questions, l'énergie, parce qu'il y a évidemment pour l'instant aussi un conflit qui apparaît entre l'utilisation alimentation animale et énergie des produits agricoles. Et là, on va essayer de voir quelle est la situation par type de produit et aussi les autres usages industriels. Mais je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, merci. Merci. Quelques questions. On peut prendre 2 ou 3 questions. Qui se lancent? Super. Le président d'abord. Hein. Oui, merci pour cette présentation importante pour le développement de nos protéines en Europe. C'est vraiment fondamental. Mais moi, j'aurais une question un peu plus macro. Un moment où 30% de la population mondiale ne se nourrit pas, ne mange pas à sa faim, comment la Commission européenne peut orienter son agriculture vers une mise en jachère de ces terres? Alors, déjà, les dernières décisions qui ont été prises dans le domaine ne sont pas une mise en jachère des terres. Enfin, pour la suite. Pour la suite. Mais alors, comment peut-on faire ça? Probablement que l'idée derrière la mise en jachère, c'est aussi par rapport à d'autres intérêts globaux que l'alimentation. Il y a aussi des intérêts environnementaux et donc c'est la balance d'intérêts qui a... On sait faire en matière de biodiversité. Oui. Mais toutes les terres ne sont pas concernées par la mise en jachère. Certaines terres seront d'abord, évidemment, prioritisées. Ce n'est pas les terres les plus rentables, généralement, qui sont mises en jachère non plus. Et donc, par contre, elles peuvent être aussi au bénéfice de l'environnement, cette terre-là. Donc, je trouve que c'est un équilibre. Il n'y a certainement pas une voie unique qui doit être prise pour atteindre ces objectifs de sécurité alimentaire, mais la mise en jachère, ça participe à d'autres éléments de sécurité qui sont importants. La sécurité environnementale, c'est aussi important. L'alimentation humaine est pour moi plus importante. L'un est un peu lié à l'autre aussi. Je veux dire, l'environnement et l'alimentation humaine, je veux dire, sans environnement durable, une sécurité alimentaire durable est difficile aussi. Didier Coulmier. Une petite question technique, historico. Comment on définit une plante
riche en protéines. Tout à l'heure, vous avez parlé de 15%, donc oui. C'est un vieux chiffre qui parle à beaucoup. Bon, petite question, c'est bien sûr sec et non pas sur brut. Et puis deuxième question, pourquoi 15 en fait? Pourquoi c'est pas 16, 17 ou voire 14? La question, c'est que globalement, le seuil n'est pas essentiel. Il y a des plantes, effectivement, qui ne sont pas des protéagineux et qui peuvent atteindre et dépasser, voire ces 15%. Il y a des nouvelles espèces de colza, je pense, qui s'approchent, qui peuvent dépasser ces 15%. Et le colza, pourtant, n'est pas considéré comme un protéagineux au sens des aides couplées. Et la raison, c'est justement qu'on considère que les protéagineux, ils ont cette capacité de fixer l'hydrogène atmosphérique et de ce fait-là, de diminuer les besoins en fertilisants. Et probablement que c'est le critère qui est utilisé pour les aides couplées pour choisir l'une plante et exclure l'autre. Mais globalement, effectivement, il y a le seuil de 15% que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est un seuil qui ne... Je ne pense pas que les 15% sont mentionnés dans le cadre du paiement couplé, d'ailleurs. Je ne pense pas. C'est plutôt un seuil qui était utilisé dans un rapport pour dire, voilà, ce type de plante-là, il est pertinent pour l'analyse qu'on va faire, mais effectivement, la problématique des protéines végétales et des protéines globales dépasse largement les plantes qui ont un taux de protéines supérieur à 15%. Oui, au sujet des programmes opérationnels, vous avez présenté sur le secteur des légumes, où c'était, si j'ai compris, à budget ouvert, sur lequel les programmes opérationnels sur le renforcement de l'autonomie protéique de l'Europe, on est sur un budget fermé. J'ai du mal à comprendre pourquoi, d'un objectif de l'Europe de développer, de renforcer son autonomie, on est sur un budget fermé. Explication. L'explication probablement historique, c'est que dans le cadre des légumes, ce mécanisme existait déjà avant la réforme en cours, et il est vraiment largement plus ancien. Et ici, il s'agissait de mettre en place un nouveau mécanisme. Et on voit effectivement que cette origine du budget est importante, la question de l'origine du budget, et aussi des seuils. Avoir un budget ouvert pour les protéagineux aurait certainement constitué un facteur de succès énorme, il n'y a pas de doute. Mais ce n'était pas possible dans le cadre de l'arbitrage des secteurs, dans le cadre de cette réforme-ci. Oui, bonjour. Merci, monsieur, pour l'exposé très théorique et technique. Vous commencez avec 2018, le Farm to Fork. 2018, c'est il y a longtemps. On est en guerre. Vous n'avez pas parlé du conflit ukrainien. Ça ramène quand même la fin aux portes de l'Europe. Moi, je suis quand même dubitatif devant tout ce qui a été présenté. Les 25% de surface en bio allaient vers là. Aujourd'hui, on voit bien que le marché du bio il est saturé. Les chiffres d'autosuffisance protéique que vous évoquez, ce n'est pas forcément ceux qu'on a en tête. Moi, j'avais plutôt 55% pour la France, 45% pour l'Union européenne, et le reste était sur de l'importation. Une question simple, quelle est votre position par rapport au Farm to Fork? Est-ce que vous êtes soutien de ce programme ou est-ce que vous pensez qu'il doit être revu? Alors, je suis absolument certain que, d'abord, je soutiens totalement ce programme, mais deuxièmement, effectivement, un programme qui serait immuable et qui ne doit pas être revu en fonction de circonstances perd tout son sens. Donc, il doit être revu, évidemment, ponctuellement. Et d'ailleurs, il est revu. Il y a des dérogations qui ont été décidées ces derniers mois par rapport aux limites, aux conditions environnementales de production. Les GAEC, les dérogations GAEC, qui ont été adoptées au mois de juillet. Au niveau des jachères, il y a aussi une décision de cultiver sur les jachères qui ont été adoptées au mois de mars. Donc effectivement, vu les circonstances, on s'adapte. Il faut s'adapter. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et globalement, au niveau des objectifs sur le long terme qui sont définis dans le Farm to Fork, est-ce que tout doit être postposé de quelques années ou pas? Ça, c'est une question qui peut être posée. Néanmoins, il y a un vrai besoin lié ou des vrais risques environnementaux. Il y a le risque du changement climatique qui est là, et on sait que l'agriculture a un rôle essentiel à jouer par rapport à ces risques-là et par rapport à la gestion de ces risques-là. Donc, je pense que l'approche du Farm to Fork, sur le long terme, elle a toute sa pertinence. Et le biologique, ce n'est pas nécessairement une réduction globale de la production, comme c'est parfois dit,
mais c'est aussi produire différemment. Et puis aussi, le consommateur doit aussi probablement prendre sa part de responsabilité en dehors de la filière de production agricole. Le consommateur aussi doit s'adapter par rapport à ces objectifs-là. Bon, merci. On va peut-être arrêter là pour, avec Laurent Mercier. Merci d'avoir été l'ambassadeur du Farm to Fork. C'est pas facile depuis quelques mois. Mais je pense que vous vous y attendiez un petit peu. On a un petit peu dérivé sur des protéines, mais des sujets qui, effectivement, comme vous le savez, animent la classe politique agricole, enfin tous les agriculteurs et les filières. Donc merci Laurent. On peut l'applaudir pour sa présentation. Vous allez peut-être rejoindre le président Massé. Et je vais maintenant vous présenter Jean-Marc Alloy. Jean-Marc Alloy, vous êtes polytechnicien, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts, docteur en sciences économiques, habilité à diriger des recherches. J'ai lu ça dans votre biographie, donc si vous l'avez mis dans votre biographie, c'est que vous n'avez pas honte de tous ces diplômes et toutes ces compétences. Vous avez été directeur général adjoint des services de la région Auvergne. Vous avez été directeur du département territoire d'IRSTEA. Donc IRSTEA, pour les anciens dans la salle dont je suis, c'est l'ancien nom du SEMAGREF. Et à l'Agence nationale de la recherche, vous avez été vice-président en charge de l'évaluation scientifique en bioéconomie, justement. On va y venir. Aujourd'hui, vous êtes délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les gens qui vous connaissent dans le milieu, ils sont nombreux, sont unanimes à dire que vous êtes un fervent défenseur et ambassadeur des industries agroalimentaires au sein de votre ministère et au-delà. Dont les coopératives, évidemment, font partie. Vous aimez également vérifier sur le terrain la portée concrète des réglementations et autres dispositifs d'aide que vous contribuez à élaborer. J'ai personnellement eu l'occasion de le constater au dernier salon, en l'occurrence au CIAL, où vous êtes allé spontanément à la rencontre de quelques coopératives pour échanger avec elles, des petites coopératives qui étaient là, voilà, petites, moyennes, grandes. Mais vous allez aussi sur le terrain, dans les usines, dans les industries agroalimentaires. Éric Massé et Yann Martinet vous ont fait une invitation qu'ils espèrent que vous honorerez dans l'année à venir de visiter Indesi. Mais aujourd'hui, nous allons profiter de votre passion, parce que le mot n'est pas trop fort, je crois, pour la bioéconomie. On atteste bien sûr votre ouvrage dans lequel on peut notamment lire les ressources issues du vivant sont un élément majeur de réponse à la crise environnementale. Enfin, je précise que c'est à ce titre de spécialiste de la bioéconomie que vous exprimez, et non pas au titre de délégué interministériel aux industries agroalimentaires. Jean-Marc, vous avez 20 minutes, et puis questions-réponses tout à l'heure après. Bien, merci beaucoup pour ces propos introductifs, du coup qui me mettent la pression, c'est très bien. C'est normal. Voilà, donc effectivement, comme ça vient d'être dit, je ne m'exprime pas aujourd'hui principalement au nom du ministère chargé de l'Agriculture, même si bien sûr mes propos seront parfaitement cohérents avec les politiques du ministère, mais ce seront des propos un petit peu plus prospectifs pour essayer de penser et puis d'échanger avec vous, parce que le but c'est aussi d'échanger sur ce que pourrait être une économie basée sur les ressources du vivant. Alors c'est vrai que je connais un certain nombre d'entre vous, d'habitude on parle plutôt de France 2030, des mesures d'aide, de la crise énergétique, etc. Aujourd'hui je ne vais pas en parler, même si c'est évidemment en toile de fond. Alors, le terme de bioéconomie, certains le connaissent, certains le trouvent un petit peu techno. Je vais quand même le définir et puis essayer de vous convaincre pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ce concept quand on est dans le monde agricole et que c'est pas un concept un petit peu valise, un petit peu fourre-tout, mais que ça a vraiment induit un changement concret et très, très porteur d'espoir, je dirais, pour les zones rurales. Donc la bioéconomie, évidemment, on va parler d'étymologie, économie basée sur les ressources du vivant. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que tout part de la photosynthèse, c'est le soleil qui nous amène tout ça. C'est assez marrant, d'ailleurs dans beaucoup de mythologies, ça commence par le soleil. C'est assez marrant que nos anciens avaient cette intuition-là. Et puis évidemment, après, il y a des organisations qui exploitent les ressources issues de la photosynthèse.
Ce qu'on constate, et ça fait aussi le lien avec quelques échanges précédents, hein, c'est que certaines ressources sont sous-utilisées. Alors on parle souvent de la forêt qui croît et puis qui n'est pas forcément exploitée de façon optimale, mais c'est aussi le cas de certaines ressources agricoles. Bon, globalement, si on regarde l'Observatoire des ressources en biomasse de France Agrimaire, on s'aperçoit que des coproduits supplémentaires, il n'y en a pas tant que ça, mais est-ce qu'ils sont utilisés de manière optimale? Ce n'est pas complètement évident. Et ce qui est intéressant avec les notions de bioéconomie, c'est baser l'économie sur le vivant, c'est justement que plutôt que de penser séparément ces ressources, on va penser leur synergie. Donc la bioéconomie, en tout cas dans la définition que je vais essayer de vous présenter, donc mon objectif aujourd'hui, c'est vous convaincre déjà que vous en faites déjà, mais ça vous le savez, mais surtout qu'il y a une façon c'est une opportunité de penser différemment le système économique pour créer plus de ressources économiques et pas que économiques, environnementales et sociales. Mais pour ça, il faut penser un petit peu différemment que juste ressources issues du vivant. Alors j'ai une vision, donc effectivement j'ai sorti un livre il y a quelques mois que j'appelle Forte de la bioéconomie. Bon, la bioéconomie c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans la littérature et des exceptions assez différentes, donc je vais aller à l'essentiel. Pour moi il y a 3 niveaux de bioéconomie et le but c'est d'aller au niveau le plus élevé parce que c'est le plus créateur de changement et puis à la fois de richesse mais aussi de résilience. Le premier niveau c'est comme on l'entend au premier degré, c'est il y a le soleil qui amène de l'énergie, et cette énergie crée de la biomasse. Voilà, donc j'ai schématisé par les grands cycles, donc ça c'est toujours intéressant de regarder ce type de diagramme. En fait, on voit l'énergie solaire qui arrive, donc ça c'est la grosse flèche du haut, là, et puis ça se répartit, il y a une partie qui est évaporée, qui est réfléchie, puis finalement, vous voyez la toute petite flèche, là, alors, oui, j'ai vaguement un pointeur, je ne sais pas si ça marche. Je peux m'en servir. Bon, il y a la toute petite flèche, c'est la production primaire brute. Vous voyez la toute petite là au milieu là. Donc ça montre quelque part que sur le plan énergétique, c'est sûr que c'est beaucoup moins efficace qu'un panneau solaire. Hein. Ça c'est sûr. Mais par contre, ça génère toute la diversité du vivant. Et donc c'est ça en fait, c'est que souvent on regarde que le rendement. C'est bon, la petite flèche, vous voyez, donc après qui se décompose dans la grosse flèche à nouveau. Hein, c'est évidemment un changement d'échelle. Et après, c'est le cycle du vivant. Donc ça, c'est la première étape, c'est j'optimise ce cycle-là. Mais une fois qu'on a fait ça, voilà, quand on regarde purement d'un point de vue énergétique, on voit bien que c'est pas satisfaisant. Bioéconomique, j'appelle de niveau 2, c'est la notion de hiérarchie. Donc ça s'est évoqué dans les questions tout de suite. Hein, donc c'est le fameux food first. Donc là, on l'évoque beaucoup, cette notion de cascade des usages, hein, dans la filière bois, par exemple, mais c'est le cas évidemment dans les filières agricoles. Donc on cherche l'usage le plus noble, là, en premier, le plus important, le plus créateur de valeur ajoutée. Et puis après, on répartit la valorisation des différents produits, coproduits, par usage décroissant. Puis généralement, on termine par l'énergie. Alors ça, c'est effectivement beaucoup plus intéressant de raisonner comme ça, parce que là, pour le coup, on a une approche vraiment économique au sens plein du terme. La première approche que énergétique, elle a du sens physique, mais en réalité, elle est très peu opérationnelle. Donc quand on est sur ce niveau-là, on est vraiment dans une démarche transformante. Et à ce niveau-là, il y a déjà des progrès à faire, hein, parce que, pour vous donner une petite anecdote, j'avais échangé avec des inspecteurs du Conseil général de l'économie, donc des gens quand même très gradés, hein, des ingénieurs des mines, qui ramenaient tout à des TEP, hein, des tonnes équivalent pétrole. Quand je leur ai expliqué comment fonctionnaient les filières agricoles, ça, oui, mais vous savez combien de TEP ça? Ce qu'ils voulaient, c'était compter les TEP. Et ça se comprend d'un point de vue physique, parce qu'à la base, ce sont des scientifiques, des sciences dures. Hein, bon, j'ai aussi un peu cette formation au départ, mais voilà, déjà, quand on rentre dans la notion de hiérarchie des usages, on a déjà une approche économique et puis on peut entamer une notion d'arbitrage qu'on n'a pas du tout si on a uniquement l'aspect purement énergétique. Et puis la vision de la bioéconomie que je promeus, c'est la bioéconomie que j'appelle forte, donc là qui est illustrée par le système vivant, qui est finalement transformer le système économique, le penser à l'image du monde vivant. C'est pas seulement regarder produit par produit comment est-ce que j'optimise la valeur, mais de penser la transformation du système. Donc là, on dit comme ça, on va dire, ouais, so what, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour aboutir à ce système nouveau, plus efficace, etc. Et puis surtout, quelle trajectoire pour le faire. Alors, avant d'aller sur le côté, justement, trajectoire, je voudrais vraiment insister sur le fait que une démarche qui n'est pas complète au sens ce que j'appelle bioéconomie forte, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace et surtout elle n'est pas résiliente. Et donc c'est là que c'est intéressant. Donc vous ne l'avez pas précisé, mais j'ai aussi une petite vie de chercheur en écologie. C'est pour ça que j'arrive à dialoguer à la fois avec des économistes et des écologues. C'est que quand on regarde la recherche de maximisation de production de biomasse, on va buter sur une problématique d'instabilité.
Si on prend, voilà, on va prendre un modèle, bon, la vision un petit peu simpliste du modèle américain, avec des monocultures, hein, on fait maïs sur maïs, etc. Évidemment, ça dépend énormément de la technologie. C'est pas durable de différents points de vue, et c'est aussi fragile. Alors, on peut toujours avoir une vision complètement technocentrée en disant qu'au finalement, on trouvera toujours des solutions technologiques. Bon, c'est pas complètement évident. Et ce qui est intéressant, c'est que, hop, j'ai tout lire. Ce qui est intéressant, c'est que le monde vivant nous montre des exemples, nous montre qu'il existe des régulations dont on peut s'inspirer, qui ajoutent à la fois de la stabilité, mais aussi sont plus productifs. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'études quand même en écologie qui montrent que les systèmes vivants sont globalement très productifs par rapport à des systèmes, y compris à grand renfort d'intrants chimiques. Bon, évidemment dans des conditions particulières, mais on a beaucoup à apprendre du vivant. Donc ça, c'est pour vous montrer que, voilà, il y a quand même, par rapport à la vision purement j'optimise la fonction de profit, qui est ma formation de base, hein, je suis économiste classique à la base, il y a quand même des choses à voir pour s'inspirer du vivant. Alors, comment c'est que ça veut dire concrètement s'inspirer du vivant ? Qu'est-ce que le vivant nous apprend ? Premièrement, il y a une notion centrale, c'est la notion d'homéostasie. La notion d'homéostasie, c'est une notion qu'on a en médecine. Hein, à la base, on a un certain nombre de paramètres du corps, voilà, le pH, l'oxygène, etc., qui s'autorégulent. Il y a des boucles de rétroaction. Et ça, on l'observe dans beaucoup de parties du monde vivant, et sur des paramètres généraux qu'on peut analyser à différentes échelles. Pourquoi il y a l'homéostasie ? C'est notamment la notion de bouclage des cycles. C'est une notion de rétroaction, c'est que dans la nature, il n'y a pas de déchets, évidemment. Les cycles sont bouclés complètement et chaque coproduit est un produit pour un autre être vivant. Il y a une notion de redondance. Et là, on rentre un petit peu dans le cœur de ce que peut être une bioéconomie au sens fort du terme. Une notion de redondance des fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une même fonction n'est jamais assurée par une seule espèce. Elle est assurée toujours par différents types d'êtres vivants. Donc, fonction, ça va être quoi ? Ça va être capter l'oxygène pour faire de la photosynthèse. Ça va être recycler un certain nombre d'êtres vivants, donc tout travail des détritivores. Ça va être structurer le sol, etc., etc. À chaque fois, il y a plusieurs types d'êtres vivants. Donc, c'est ça qui contribue à cette notion d'homéostasie et de résilience. Donc, coexistence d'échelle, parce qu'à chaque fois, dans un même écosystème, alors j'ai mis une photo que j'ai pas mise, tiens, de la forêt amazonienne qui est assez parlante. On a toujours plusieurs êtres vivants, mais aussi qui correspondent à des échelles différentes. Donc c'est ça un petit peu l'inspiration. Donc ça, pour l'instant, c'est juste une analogie. Donc une analogie, une comparaison des pas raison, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de tout calquer, ça n'aurait pas de sens. Mais simplement se dire qu'il faut s'inspirer un certain nombre des principes, et ce sont ces principes-là qui expliquent à la fois la stabilité, la résilience des écosystèmes, mais aussi leur capacité à créer, à produire. Oups. Voilà. Maintenant, je vais parler du territoire. Hein, parce que là, je vais essayer d'aller sur comment on fait concrètement et puis quelle voie privilégier. Donc, historiquement, je suis économiste régional. J'ai travaillé sur comprendre pourquoi est-ce que certains territoires se développaient mieux que d'autres. Alors, j'ai commencé ma carrière en région Champagne-Ardenne. J'aurais dû le dire au départ. Hein, ça fait toujours plaisir de rencontrer des Luzerniers parce qu'à Châlons-en-Champagne, j'avais la bonne odeur de la distillation de Luzerne. C'est toujours très sympa. Et en Champagne-Ardenne, j'ai travaillé sur un programme qui s'appelle Leader 2, programme européen, dans lequel je me suis beaucoup investi en début de carrière. Leader, voilà, qui existe toujours. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait des territoires où ça marchait tout seul et d'autres, ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas où on arrive à construire un système nouveau et d'autres pas. Et justement, comme on doit changer de système, le territoire, c'est une bonne façon de faire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un verrouillage sociotechnique. Aujourd'hui, sociotechnique, ça veut dire que chacun est orienté sur un même type de modèle technique. Donc, par exemple, on est tous sur le moteur thermique, et puis du coup, on ne voit pas d'autres technologies éventuelles. Et aussi sur un système économique, social, où on travaille avec tel partenaire et pas tel autre. Et du coup, il faut que tous les acteurs bougent en même temps, sinon ça ne peut pas marcher. Il y a 3 façons de sortir d'un verrouillage sociotechnique. Enfin, il y a 3 principales. Il y en a une, c'est la version autoritaire des choses. On met un dictateur et puis on décide. Alors, c'est une possibilité. Ce n'est pas mes valeurs à moi. Enfin, personnellement, j'aimerais qu'on évite. Certains, de plus en plus, y pensent. Mais personnellement, ce n'est pas mes valeurs. C'est ce qu'ont fait les Japonais. Hein. Les Japonais, à un moment donné, ils n'avaient plus de forêt. Et puis, pour ne pas faire comme ce qu'a fait l'île de Pâques, ils ont décrété, si vous coupez un arbre, on vous coupe la tête. Et ça a marché. On peut dire... Après, je ne suis pas complètement sûr que ce soit ce qu'on cherche en termes de société. Il y a une autre façon, c'est d'attendre qu'on se plante, c'est-à-dire que tout explose et puis recommencer. Hein, c'est ce que disait Einstein. Je ne sais pas avec quelle arme sera combattue la 3e Guerre mondiale, mais je sais que la 4e se fera à coup de lance-pierre, un truc comme ça. C'est une autre façon. Et la façon que je pense
une façon à privilégier, c'est justement le territoire, parce que les acteurs se parlent. Les acteurs n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Il y a beaucoup d'opposition. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul, hein. Mais par contre, il y a cette proximité qui fait qu'on est embarqué dans un même destin. Voilà, donc ça, c'est ce que je venais de dire. Alors les inconvénients, par contre, parce que le territoire, c'est bien beau, mais parfois ça fait un peu tarte à la crème. On dit ouais, il faut que les acteurs se parlent, etc. Puis en fait, on sait très bien que c'est pas simple. C'est pour ça d'ailleurs j'ai fait de la recherche là-dessus. L'inconvénient, c'est que les ressources, elles sont pas forcément toutes là. On a parfois des ressources, elles sont pas adaptées, donc il faut les chercher de toute façon ailleurs. On a souvent des approches de trop petite taille. Et on a des verrouillages. On a des verrouillages sociaux notamment, et d'où la question que je m'étais posée, pourquoi sur certains territoires ça marche mieux que d'autres. Alors je suis un petit peu en retard, je vais prendre quand même quelques instants pour expliquer la différence entre ce que j'appelle l'approche conventionnelle et l'approche territoriale. L'approche conventionnelle, c'est les économies d'échelle à tout crin. Donc bon, vous, ça vous parle, hein, vous avez besoin de faire des économies d'échelle pour être efficace, une notion de compétitivité coût. Et puis, l'approche territoriale, c'est au contraire, on va être sur de la différenciation, on va essayer de compenser le manque d'économie d'échelle par différenciation. Et finalement, cette approche territoriale, elle s'en pose quasiment point par point. Donc évidemment, la réponse est un peu entre les deux. Il n'y a jamais une approche tout blanc, tout noir. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est dans l'approche territoriale, la grosse différence, c'est qu'on ne regarde pas uniquement l'optimisation, la compression des coûts. C'est un facteur évidemment de réalisme économique, mais par contre, on va regarder la relation de long terme. Et c'est ça, ce que nous apporte la relation de long terme, c'est cette capacité à décider ensemble de changer dans l'intérêt collectif. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des bonnes institutions. Et c'est là que le local est important. Donc ça, un exemple que j'adore, c'est un exemple qui est donné par Robert Tettner, qui est un politologue qui est extrêmement connu dans le monde qui réfléchit sur les questions d'effondrement. Ça a été un des premiers à théoriser les théories de l'effondrement. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'effondrement, mais je pense qu'il faut quand même se préparer à transformer notre système. Vous voyez, là, sur cette photo, c'est un village, donc ça c'est en Afrique, un village où les gens vivent tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, la structure sociale est simplissime, il y a une seule personne. S'il y avait un anthropologue dans la salle, il dirait c'est n'importe quoi, c'est plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça, il n'y a même pas de couple stable, donc du coup il y a une mortalité énorme, etc. En fait, ce qu'on voit sur la photo, il y a des petits enclos, il y a plein de petits enclos, et les gens sont complètement isolés, donc c'est une société effectivement qui est très très productive. Et puis l'opposé, quand je disais le top-down, le côté dictatorial, c'est l'Empire Inca, qui a fait des réalisations assez extraordinaires, avec des moyens techniques assez faibles. L'Empire Inca, voilà, un exemple type de structuration sociale complète où chacun est déterminé dans son rôle du berceau à la tombe. Et l'ennui, c'est que c'est pas résilient du tout. Là, c'est peut-être plus productif que ce qu'il y a à droite, mais c'est pas résilient. D'ailleurs, les Espagnols l'ont bien compris. Ils sont arrivés, ils ont compris qu'il fallait taper à la tête, et puis l'Empire s'est effondré très très rapidement. Donc évidemment, la solution, la réponse, elle est un petit peu entre les deux. Et là, le territoire, il apporte des solutions parce que justement, si on désigne des institutions correctes, on va pouvoir amorcer ce changement. Alors, comment faire concrètement ? Alors, on pourrait essayer de modéliser différents changements dans le métaverse. Hein, c'est à la mode, tout ça. Aujourd'hui, les économistes n'ont pas la solution, les sociologues n'ont pas la solution. Le système est trop compliqué pour être modélisé. Par contre, on peut imaginer des transitions. Alors, quels sont les principes ? Les principes, c'est de s'appuyer d'abord sur les points forts. C'est-à-dire comment est-ce que, grâce à l'approche territoriale, on peut mettre en avant des points forts qui permettent de compenser ce déficit d'économie d'échelle qu'on peut avoir parfois. Le premier, c'est d'identifier correctement des ressources spécifiques. Chaque territoire a des ressources spécifiques. De mettre en œuvre des interdépendances, c'est-à-dire, justement, je dis, les ressources ne matchent pas forcément. Il n'y a pas forcément les bonnes ressources localement, mais par contre, il y a toujours des interdépendances dans cette logique de bouclage des cycles. Et troisièmement, de valoriser la capacité d'action collective. Ça, ce sont les trois blocs qui font que, et je donnerai des exemples tout à l'heure, une approche territoriale peut être intéressante, performante économiquement et permettre un vrai changement. Donc pour le faire concrètement, c'est l'approche incrémentale, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer tout le système d'un coup, mais c'est à chaque fois apporter des briques qui vont petit à petit changer. Et donc premier principe, c'est limiter la déstructuration. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que privilégier les transformations qui vont générer le moins de besoins d'énergie supplémentaire. Donc pour un vocabulaire de physicien, générer le moins d'entropie. C'est-à-dire que lorsque on décompose complètement la matière et qu'après on la recompose, évidemment, c'est moins intéressant. Donc tous les processus qui vont valoriser
une matière sans la décomposer complètement. Donc un exemple, par exemple, j'ai fait cette présentation il n'y a pas très longtemps au Conseil régional de Pays de la Loire. Voilà, ils ont un projet sur la valorisation du byssus des moules. Jusqu'à présent, ça partait en déchetterie où c'était valorisé en énergie. Ben, ça va être valorisé pour faire du textile. Là, pour le coup, on profite de la structuration du monde vivant pour faire quelque chose qui a plus de valeur. Donc c'est ça ce principe de limiter la perte d'entropie. Le deuxième, c'est à chaque fois qu'on peut rajouter une boucle, on le fait. Ah, donc ça, vous connaissez bien parce que vous le faites déjà. C'est plutôt que de faire partir une ressource, c'est l'utiliser localement de façon à rajouter une boucle locale qui, elle, va créer une nouvelle interdépendance et générer un système à la fois plus résilient et plus efficace. Et puis, c'est de travailler sur cette notion de coexistence d'échelle. Donc ça, peut-être, et je serais intéressé à échanger avec vous après, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, que j'ai modélisé un petit peu, donc ça ne va pas vous parler tout de suite, je vais vous expliquer, sur le fait que quand on est gros, on est plus efficace, mais on n'est pas forcément résilient, puis quand on est petit, on n'est pas très efficace. Donc là, sur ce schéma, j'ai présenté, alors il y a un gros débat, au niveau des écologues. Oups. Voilà, les écologues, ils faisaient un gros débat sur land sharing, land sparing. Ça rejoint la question sur les jachères, etc. C'est est-ce qu'il faut... donc land sparing, ce serait plutôt ça. Ça veut dire qu'on réserve, on pave le territoire dans des zones, par exemple, très productives ici, sur différentes cultures, et puis là, on va laisser ça, on laisse complètement la biodiversité. Ça, voilà, c'est l'approche qu'on appelle land sparing. Land sharing, tout est mélangé. Ça, c'est l'approche plutôt des bio, on va dire. Je la fais courte, mais c'est un peu ça. Et donc, ce que je promeux un petit peu, c'est plus une intuition à ce stade, mais je serais vraiment intéressé d'échanger avec vous, c'est cette coexistence d'échelles. C'est de dire on a besoin de systèmes qui sont développés à plusieurs échelles parce que ça apporte à la fois un équilibre en termes de productivité, mais aussi de résilience. Donc ça, j'ai pu l'observer sur certains travaux. Alors, on a pu l'observer lors de la crise sanitaire. Alors, on a vu que là où il y avait des coexistences d'approches très massifiées et puis d'approches d'alimentation locale, il y a eu une adaptation beaucoup plus rapide. Ça, c'était documenté par nos collègues de la DGL, notamment qui travaillent sur les PAT. Et puis, sur l'étude que j'ai pu faire sur certains secteurs, comme le secteur du lait, les abattoirs, où il y avait cette notion de coexistence qui, de toute évidence, apportait de la résilience au système. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je crois beaucoup et qui va permettre justement, en travaillant sur les petites échelles en même temps que les moyennes, de travailler sur cet enclenchement de la transition et d'expérimenter aussi différents chemins. Alors, quelques éléments, du coup, je suis un petit peu en retard. Quelques éléments d'exemple. Pour moi, il y a 4 grands idéotypes. Donc, je vais aller assez vite, effectivement, parce que je préférerais qu'on garde un peu de temps pour les questions, éventuellement. Comment on transforme le système concrètement? D'abord par l'activité économique. Alors, trop souvent dans les démarches territoriales, et je le sais puisque j'ai commencé ma carrière sur le programme Leader 2, on part trop par les acteurs publics qui vont injecter de l'argent pour transformer. Et ça ne marche pas si le monde de l'entreprise n'est pas dedans. Donc pour moi, il y a des approches qui parlent, donc, à grands traits, ça part soit de la production primaire, soit de la transformation. Pas la production primaire, alors vous êtes déjà bien placé pour le savoir, mais on a quelques beaux exemples. Alors je ne vais pas en prendre un en Champagne-Ardenne, mais je prends l'exemple autour de Nesle par exemple, où vous avez Tereos qui est là avec à côté Innovafeed et à côté Ajinomoto, où il y a une circularité complète sur produits, coproduits, et on est en plus sur la création de valeur ajoutée. Alors voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir réagir, mais pour le coup c'est quelque chose qui part vraiment d'une ressource primaire. Valorisation d'une ressource spécifique, là, ça peut être quelque chose qui va être basé sur un territoire qui a une ressource très particulière. Alors moi, ce que j'aime bien citer, c'est la filière Comté, parce que je la connais bien, parce que pour le coup, on a une ressource donnée autour de laquelle on va construire complètement une filière intégrée et s'organiser pour capter de la valeur. Et puis, on peut partir par la transformation, on n'a pas la ressource primaire. La notion de reconversion d'un site industriel, elle est très prometteuse. Et ça, j'y crois beaucoup, y compris en zone urbaine, parce que là, je parle que des zones rurales, mais je crois beaucoup aussi à la bioéconomie en zone urbaine. Et là, pour le coup, il y a énormément, je pense, de chemins de transition intéressants. Et puis, le dernier cas, vous voyez, on croise un petit peu transformation, production, et puis le cas mettre en place un nouveau système, et puis recycler en gros quelque chose d'existant. La notion d'entreprise motrice qui, elle, va entraîner son territoire et entraîner son amont. Donc ça, c'est 4 cas. Donc j'en donne quelques exemples dans mon livre. J'aurais dû dire peut-être pour terminer, et je passerai très rapidement sur la conclusion. Pour le secteur de la luzerne, c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup motivé cette invitation, c'est que vous en faites déjà beaucoup. Vous avez déjà très tôt été dans cette démarche de transition, parce que historiquement, vous avez défendu cet intérêt à la fois agronomique et environnemental de la luzerne, sur la notion de travailler sur les rotations, sur la notion de valoriser aussi les produits dans une logique d'interaction avec les filières animales.
La démarche de décarbonation, vous êtes aussi très avancé, c'est là-dessus qu'on a beaucoup échangé historiquement ensemble et j'espère qu'on continuera à le faire pour aller jusqu'au bout. Donc déjà, vous êtes dans cette situation où vous êtes dans une démarche quasiment de niveau 3 déjà. Après, la réflexion, effectivement, c'est en lien, et c'est là où je serais intéressé à échanger avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut conforter encore ces interdépendances locales et comment est-ce qu'on peut aussi se confronter par rapport au développement global des protéines, des matières riches en protéines, dans cette logique aussi de travailler sur les protéines à graines, sur cette idée de profiter à la fois des avantages agronomiques et économiques des protéines végétales. Quelques éléments de conclusion, parce que je dépasse de 2 minutes. Ce à quoi je crois vraiment, et je reprends ma casquette d'économiste, je pense qu'il ne faut pas négliger les signaux de marché. Un des problèmes, c'est que souvent on a une vision soit anthropocentrée, soit biocentrée. Et la première chose, c'est les signaux de marché. Ils sont extrêmement puissants. Vous le savez tous en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas le négliger, c'est le premier élément. Par contre, il n'y a pas que les signaux de marché. Il y a aussi des capacités à se différencier et à jouer sur peut-être des relations qui ne sont pas immédiatement plus efficaces économiquement, mais qui, sur le long terme, vont construire des choses qui rendront le système plus résilient. Voilà. Et pour terminer, je dirais, il y a encore beaucoup d'applications à inventer. Alors, je me rappelle, je refais allusion à ma première expérience en Champagne-Ardenne, j'ai été un des premiers à goûter les gâteaux à luzerne. Bon, c'était pas une grande réussite, j'avais quand même goûté. C'était un des congrès, justement, je me rappelle, au Salon de l'Aveyron. Mais je suis certain qu'il y a encore beaucoup de nouveaux produits à inventer dans les principes de la bioéconomie tels que je vous les ai présentés. Et donc, je serais ravi de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carras. C'était très, très inspirant. Je crois qu'on a refait la recette des gâteaux à la luzerne depuis les Salons de l'Aveyron. On vous enverra pour Noël. Pour Noël, on vous enverra un petit paquet. Vraiment très, très inspirant, disais-je. Ça suscite sans doute des réactions, des questions, peut-être des compléments, parce que là, on est plus un peu presque dans l'échange. Enfin, on est dans... Voilà. Non, vous êtes rassasié. Ah, Didier, heureusement que Didier est toujours prêt à poser des questions. C'est très pratique pour l'animateur. C'est très sécurisé. Ouais, bon, question un peu bateau, désolé. La concurrence feed, food, fuel, comment ça va se finir? Ça, c'est l'économie qui va continuer de driver. Ça va être un peu de morale, un peu d'éthique, un peu de je sais pas quoi, un peu de demande citoyenne. Est-ce que je préfère avoir mon smartphone qui marche ou me payer du bio? Enfin, toujours de questions, comment ça va finir? Bon, c'est vrai que c'est une question un peu prospective. Désolé. Non, mais c'est une question qui est centrale. Alors évidemment, personne n'a la réponse. La première réponse, c'est effectivement que c'est les prix qui vont réguler. C'est-à-dire que si on laisse faire le marché, théoriquement, je reprends ma formation d'économiste, c'est les prix qui vont réguler et puis, in fine, chacun va optimiser sa fonction d'utilité. Évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que l'alimentation, c'est quelque chose de très particulier. Non, je pense qu'effectivement, c'est sous-jacent dans votre question, c'est jouer sur le système de valeur. C'est qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Aujourd'hui, l'alimentation, on a déconnecté la valeur intrinsèque de l'alimentation des prix. Voilà, mais ça nécessite plus d'éducation, ça nécessite de changer les visions du monde. C'est pour ça que j'aime bien citer le Japon. C'est un exemple que j'adore citer parce que ça montre que la technologie ne vaut pas tout. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'époque où on a décidé de reforester le Japon. Les Japonais, ils ont réussi à mettre les Occidentaux à la porte alors qu'ils étaient techniquement bien supérieurs. Grâce à leur système de valeurs très très fort, et ils ont décidé de ne pas adopter la technologie parce qu'ils ont considéré que la technologie, ça allait polluer leur système justement de valeurs. Ça montre que les valeurs sociales, c'est énorme. Et donc, après, c'est le rôle de l'école, de la famille, etc. On voit bien qu'on est sur une société qui évolue beaucoup et que beaucoup se questionnent sur ce qui fonde vraiment notre société. Donc, je pense que oui, effectivement, une des réponses, c'est dans le système des prix, mais une des réponses, c'est aussi dans comment est-ce qu'on accompagne le système de valeurs pour redonner davantage de poids aux ressources alimentaires, aux ressources du vivant plus généralement. Donc, ça implique... et c'est pour ça que le programme des PAT a du sens. Des fois, le programme des PAT, on dit, oui, c'est des petits machins pour amuser les bobos. Pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est aussi pour remodeler la façon dont on voit l'alimentation et sa valeur. Merci. Une autre commentaire. Mais, du coup, les PAT, là, les programmes alimentaires territoriaux, vous pouvez peut-être essayer de les vendre un petit peu plus, alors? Puisque vous dites c'est un truc de bobo. Il n'y a pas beaucoup de bobos dans la salle. Non, j'ai pas l'impression. Je me considère pas comme bobo. Non, alors...
Oui, donc les PAT, donc projets alimentaires territoriaux, c'est un des programmes phares de la politique nationale de l'alimentation. Donc le principe, c'est qu'un territoire se mobilise pour travailler sur les questions alimentaires. Alors ça peut être à la fois des questions de circuit court, parce qu'on pense beaucoup à ça en premier lieu, mais c'est aussi des actions de justice alimentaire, d'éducation à l'alimentation. Le but étant de faire participer les acteurs locaux, comme dans toute démarche territoriale, pour avoir une vision de ce que c'est l'alimentation sur le territoire. Et donc, alors c'est vrai que France Relance a beaucoup accéléré le développement des PAT. Maintenant, il y en a autour de 400 de mémoire. Et que là, l'idée, c'est de rendre justement ces approches-là beaucoup plus économiques, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même sur des approches très centrées sur la politique de l'alimentation, de l'accompagnement, l'éducation, mais d'aller vraiment sur quelque chose où on a une notion de recherche de rentabilité économique. Est-ce que justement ces plans alimentaires territoriaux pourraient être la structure qui comment dire, expérimente les organisations spatiales dont vous nous parliez tout à l'heure, là, idéal Alors du coup, ça va faire la transition. J'avais dit que je m'exprimais pas au nom du ministère. Du coup, je reprends ma casquette ministérielle. Donc effectivement, et là pour le coup, j'ai beaucoup œuvré en ce sens, avec le programme des démonstrateurs territoriaux cette fois-ci. Le principe, c'est justement d'expérimenter des modes complètement nouveaux de traiter de questions alimentaires et agricoles, en se libérant un petit peu des carcans à la fois administratifs et des tuyauteries d'aide existantes. Et ça peut précisément faire ça, justement, avec de beaux projets déjà qui ont été sélectionnés dans une première vague. Là, on a une deuxième vague où il y a des dizaines de projets là, qu'on commence à expérimenter. Donc, et après, ça pourra déboucher sur une évolution des PAT, effectivement, sachant qu'en parallèle, donc, il y a eu le rapport du sénateur Marchand qui propose un certain nombre de pistes pour renforcer justement les PAT. Donc, c'est en train d'évoluer, en effet. Ah, Pardon, Claude Billot. Oui, et est-ce que justement ces PAT ne se heurtent pas à tout ce qui est règles de la Commission européenne et des règles de concurrence? Non, non, pas vraiment. Enfin, dans tous les cas, on est dans le respect des aides d'État. Enfin, il n'y a pas là-dessus, bien sûr. Non, on fait des contraintes, des contraintes. en termes d'entente, etc. Oui, et puis aussi de règles qui sont à Pour les marchés adopter. publics. Oui, par exemple. Oui. Oui, complètement. Alors ça, oui, mais ça pour le coup, c'est un gros chantier. Alors c'est encore nos collègues de la DGL qui travaillent là-dessus, mais en effet, c'est un gros chantier. Il y a discussion avec la Commission aussi là-dessus, parce que évidemment, il ne s'agit pas de faire d'entrave à la concurrence dans les marchés publics, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut appréhender les notions de durabilité et prendre en compte certains aspects de proximité dans les notions de durabilité. Donc ça effectivement, il y a déjà des choses qui se pratiquent dans le respect du droit, quand il y a des produits très spécifiques, justement. Mais en effet, c'est encore en cours d'évolution et c'est une priorité de façon plus générale du ministère chargé de l'économie qui travaille aussi sur ce sujet-là dans d'autres secteurs que l'alimentation. C'est assez amusant parce qu'en fait, vous avez présenté ce que moi, je pensais. C'est-à-dire, j'appelais ça la théorie du patchwork. Dans mon cas, c'était effectivement de disséminer plein de petits carrés. Par contre, aujourd'hui, en 2022, je m'interroge quand même sur ça, ouais, exactement. Je m'interroge quand même sur la résistance dans le temps de ce modèle. Moi, je le constate au niveau de nos magasins de producteurs en circuit court. On est là redescendu sur les chiffres de 2019 et notre crainte, c'est de retomber sur 2018. Il y a des chaînes spécialisées dans la bio qui sont en train de fermer parce qu'on s'aperçoit que finalement, tout le monde est en train de se rabattre sur les gros canaux, les gros carrés classiques. Voilà, c'était pour vous partager cette impression. C'est vraiment des chiffres, c'est des choses qui posent énormément de problèmes. Il y a des producteurs qui s'étaient lancés sur des circuits comme ça qui sont en train d'arrêter parce que c'est tout simplement plus rentable. Donc, du coup, c'était savoir si vous aviez un petit peu testé ou si on avait expérimenté la résistance de ce concept dans le temps. Oui, encore une fois, je présente ça de manière très, très modeste, au sens où c'est plus une intuition à ce stade. Mais je pense que c'est une intuition. Parce qu'encore une fois, ce système, on ne peut pas le modéliser. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas modéliser. Alors, je connais assez bien la littérature en économie sur le sujet. C'est pas nouveau, c'est ce type de question. Par contre, il y a effectivement un certain nombre d'indices qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Et là, on est dans une phase un peu de retournement pour d'autres raisons, parce que la crise actuelle, elle a aucun rapport avec les causes de la crise sanitaire. Et c'est là que vient le territoire. C'est qu'effectivement, avec la démarche territoriale, on tisse des liens qui, au moins temporairement,
peuvent dépasser cette notion de rentabilité immédiate. Mais en effet, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, et c'est assez banal, c'est la notion de diversification. Enfin, au sein d'une entreprise, moi je visite pas mal d'entreprises, souvent celles qui sont les plus dynamiques, en interne, elles mixent plusieurs modèles, un modèle assez massifié, puis un modèle plus local, et puis elles arrivent à arbitrer plus ou moins entre les deux selon les époques. Oui, bonjour, moi je suis Philippe Lecomte, je suis apiculteur, je suis président du réseau biodiversité pour les abeilles et à ce titre-là on a une collaboration. Alors ce qui m'intéresse dans la question d'échelle de production, c'est de témoigner du fait que la coexistence d'échelles de production, le logo à droite, c'est exactement ce qui se passe en apiculture en Champagne-Ardenne, quand on travaille avec les luzerniers, avec des bandes de luzerne qu'on laisse en fleurs, au moment où il y a étiage de ressources en apiculture, et ça nous permet de faire des productions qui arrivent jusqu'à être 5 fois la production moyenne française. Voilà, donc je vous invite à vraiment continuer à travailler dans cet axe-là, mais il faudra aussi libérer du côté administratif pour qu'on puisse continuer à développer ces ressources-là et qu'elles soient prises en charge également soit par le marché, soit par la collectivité. Parce que ça a un coût, la biodiversité et la ressource pour nos abeilles, qui elle-même offre un service extrêmement important à l'agriculture. Oui, donc avec Jean-Marc, nous connaissons bien, et j'ai bien aimé que tu commences par rappeler que la bioéconomie, ce n'était pas un mot porteur et que c'était effectivement une grande question. La France a une stratégie sur la bioéconomie, elle est portée par le ministère de l'Agriculture. Il y a des régions qui ont une stratégie, l'Europe en a une qui est révisée régulièrement. Elle est portée en France par le ministère de l'Agriculture. Quelle est la place de la bioéconomie au ministère de l'Agriculture? Est-ce que c'est un secteur d'un côté? Parce que c'est que l'approche qu'on partage, je pense, c'est une approche vraiment globale, on pourrait dire un peu holistique, et puis qu'elle dépend des régions dans lesquelles on peut la mettre en œuvre. Et est-ce qu'il y a d'autres ministères qui commencent à regarder là? Parce que tu parlais tout à l'heure de territoires un peu en reconversion. Moi, j'ai un peu l'exemple en Moselle où alors c'est sur le plan industriel, mais la pétrochimie remonte un petit peu vers un sourcing bio. Est-ce qu'on sent au niveau des autres ministères que l'affaire prend, cette question de la bioéconomie, qui effectivement est plus qu'un mot valise, mais effectivement porteur d'espoir, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui, alors c'est une grosse question. Je pense qu'on est. Bon, je vais essayer de répondre de façon synthétique et je vais essayer de pas trop jongler entre les deux casquettes. Malgré tout, ça questionne pour le coup mon rôle en tant que fonctionnaire d'État, très clairement. Donc à titre personnel, bien sûr, je me bats au quotidien pour que la bioéconomie progresse. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des verrous qui ne sont pas que financiers, qui sont aussi réglementaires. Aujourd'hui, on est sur une grande segmentation, très clairement. Donc je prends un exemple qui va vous parler sur la question de comment est-ce qu'on valorise un certain nombre de résidus de l'industrie du sucre. Il y a plusieurs façons de le faire. Est-ce qu'il faut plutôt les donner, ou les vendre au secteur des levures? Est-ce qu'il faut plutôt aller au maximum sur les biocarburants? Enfin, il y a plein de questions. Et ça mobilise plusieurs ministères. La question de la réutilisation de l'eau, ça mobilise 3 ministères, etc. Alors, pour répondre très clairement à ta question, au sein du ministère de l'Agriculture, on a une stratégie bioéconomie. Bon, on attend toujours l'élaboration d'un nouveau plan d'action. On est encore sur une organisation filière verticale. Donc, hier, j'avais une réunion avec la DGE qui s'intéresse au lin et au chanvre, donc c'est très très bien. Donc on a fait une réunion, il y avait la DGE, il y avait le bureau des grandes cultures, le bureau bioéconomie et moi. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne bosse pas ensemble, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encore inscrit dans la structure. Et c'est cette notion, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par la notion de transition par petits pas, c'est qu'à chaque fois, petit à petit, on lève des verrous. Je peux vous annoncer, ça fait partie, alors du coup, je reprends ma casquette pleinement État. J'ai réussi à faire valider une note de doctrine bioéconomie dans France 2030 qui évite qu'il y ait des trous dans la raquette et qui dit en substance que du moment qu'on a un projet sur le non-alimentaire qui a aussi une finalité alimentaire ou qu'on est dans une approche globale où l'alimentaire est présent, il peut être financé au titre du volet alimentation de France 2030. Donc, on va pouvoir financer du coup des projets, lin, chanvre, et puis d'autres. Donc voilà, ça avance par petits bouts et petit à petit, l'espoir, c'est que ça devienne une évidence. Mais c'est aussi pour ça que je suis heureux de vous parler du mode bioéconomie qui peut paraître un petit peu techno, mais
voilà, il faudra peut-être trouver un nom un petit peu plus marketing, mais c'est vraiment ça, c'est de transformer le système, de le rendre à la fois efficace en termes d'utilisation d'un potentiel de ressources, parce qu'aujourd'hui on n'a pas ce potentiel, on ne le réalise pas, mais aussi de penser différemment le système économique dans son ensemble. Voilà, éviter de raisonner en silo comme on le fait trop souvent. Alain Jean-Roy, oui. France Miscanthus, hein, oui, c'est ça, c'est exactement ça. On s'était parlé il y a quelques temps, si vous vous rappelez. En fait, ce qui m'interroge beaucoup, c'est que au moment où on est en train de voir qu'on peut faire tellement de choses dans la bioéconomie à partir de matières premières agricoles, eh bien, on est passé des SIE aux IAE, c'est-à-dire qu'on a encore restreint ce qu'on pouvait faire sur des surfaces gelées. Et on a ce problème feed food. Donc, je trouverais dommage, ou alors, enfin, je ne sais pas, mais il me semblerait normal qu'au contraire, de réouvrir l'utilisation de ces 4% de terre pour faire justement du feed et arrêter de critiquer les agriculteurs dès qu'ils utilisent 1 hectare pour faire du feed. Donc voilà, je trouve ça complètement normal. Et bon, ça concerne bien évidemment la production que je représente, puisqu'on était sur les SIE et on n'est plus sur... alors qu'on fait des résines, on fait des tas de choses, enfin voilà. Donc je ne comprends pas. Là, j'avoue que c'est une question également qu'on pourrait poser à la personne précédente, qui est M. Laurent Mercier. Je veux bien qu'on nous empêche de produire pour l'alimentation, mais pourquoi nous empêcher de produire pour le non-alimentaire? Bon, qui s'y colle Pour le coup, là, c'est moins mon domaine, effectivement, sur la PAC. Laurent, désolé. Le micro est allumé. Parfait, oui. Mais on retombe un peu sur le même sujet qu'on a eu tout à l'heure. Et effectivement, c'est cette opposition entre feed et food et autre usage, des produits de base. Probablement qu'il y a plusieurs voies pour une amélioration de la situation. Et effectivement, la bioéconomie et l'économie circulaire peuvent aussi optimiser et changer certains paramètres. C'est clair qu'il y a des types d'utilisation ou des modes de production qui n'existaient pas avant, ou alors qui étaient peu exploités, qui commencent à être exploités. Et effectivement, il y a même dans l'alimentation humaine, il y a aussi des nouvelles voies qui s'ouvrent avec des protéines alternatives. Et d'ailleurs, vous en faites aussi, j'en discutais avec vous, vous produisez des protéines destinées à l'alimentation humaine. Et c'est clair que ce type de produit-là, innovant, va aussi changer à terme les équilibres. Donc, est-ce que maintenant, il faut faire des sacrifices environnementaux pour faire face à des besoins qui sont immédiats? C'est ce qui a été proposé par la Commission, ce qui a été décidé avec ces dérogations dont on parlait. Mais à terme, on doit aussi tenir compte des risques qui sont liés, évidemment, aux risques environnementaux. Et moi, je pense qu'effectivement, à court terme, on doit s'adapter. À long terme, on doit suivre une stratégie qui est claire. Et cette mise en jachère, la stratégie, ça participe vraiment à une amélioration globale de l'environnement. C'est la conviction en fait de la Commission quand elle impose ce type de conditions-là, en fait. Pardon, désolé. Non, pour le coup, vu la nature du sujet, je ne peux pas m'exprimer librement là-dessus. Mais sauf à dire qu'effectivement, je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit. Après, c'est un système qui est évolutif aussi en fonction de la perception des valeurs de chaque possibilité de valorisation. C'est-à-dire que je reprends le système que je connais beaucoup mieux pour le coup, parce qu'on se connaît un peu, mais j'ai beaucoup plus travaillé sur le sucre. Pour le coup, aujourd'hui, on a une situation qui est assez bloquée, mais petit à petit, on commence à voir qu'il y a d'autres façons d'envisager l'ensemble du système si on regarde globalement les choses. Voilà. Quand on a une culture comme la luzerne qui est totalement responsable de l'environnement, c'est vrai que ça nous apparaît comme un non-sens de devoir avoir un pourcentage de production un pourcentage de notre surface sans aucune production, alors que cette culture-là, j'allais dire, on pourrait la faire sans... Elle respecte totalement l'environnement. C'est justement l'une des cultures qui a un total respect de l'environnement. Donc,
On ne voit pas pourquoi cette culture-là ne pourrait pas s'intégrer dans le dispositif des fameux 5%. Et puis, je voudrais faire un petit complément. Vous avez parlé tous les deux de food. Vous dire qu'effectivement, les gâteaux à la luzerne, c'est pas fameux, effectivement, mais que la luzerne, également en food, ça existe, sous forme de compléments alimentaires, notamment, parce qu'effectivement, les gâteaux à la luzerne ne peut pas être un ingrédient de base pour l'alimentation humaine, à moins d'être herbivore, sinon, c'est vrai que c'est un goût un peu bizarre. Mais en tout cas, sous forme de compléments alimentaires, on a des marchés, notamment pour les sportifs, pour les seniors, et puis pour la malnutrition, combattre la malnutrition dans le monde. C'est un concentré de protéines et d'autres comme les oméga, le fer, qui est je cherche mes mots, mais qui est donc une protéine pour l'alimentation humaine 100% durable et 100% française. Voilà, la petite pub pour la lusixine. Tu remarques, tu as dit le mot, c'est la lusixine. On a encore quelques minutes. Hein. Oui. Thierry. Président Grazaza. Ex. Mais je peux poser une question quand même. Oui, quid de l'influence sociétale et des oppositions qui se font jour souvent face à ce genre d'évolution. Moi, nous sommes de la région de Bergerac, une des premières, le Sud-Aquitaine, une des premières régions forestières de France, et un des problèmes aujourd'hui qui alimente d'ailleurs nos usines en énergie depuis longtemps. Et un des premiers soucis aujourd'hui des filières forestières, qui alimentent bien sûr la partie bois énergie, mais papier, mais bois d'œuvre, etc., c'est les oppositions locales qui se traduisent par du vandalisme, des tags insultants, des dégradations de machines en forêt, etc., voire de l'arrachage de nouvelles plantations qui sont refaites là derrière des brûlis ou des espaces brûlés. En une nuit, ils sont capables de vous arracher tout ça. Donc, plus globalement, en dehors de l'aspect forestier pur, comment vous analysez l'attente sociétale et les oppositions qui en découlent? Oui, alors je vais faire une réponse pas totalement satisfaisante, mais en sciences sociales, on sait toujours... on sait bien expliquer les phénomènes, mais par contre, contrairement aux sciences physiques et à la technologie basée sur les sciences physiques, pour moduler, c'est plus compliqué. Hein. L'ingénierie sociale, c'est compliqué. Enfin, les dictateurs le font des fois, mais c'est pas... Donc moi, par contre, ce que j'ai fait dans mes travaux, et c'était vraiment le cœur de mes travaux, c'est de comprendre pourquoi sur certains territoires, ça marchait mieux que d'autres. Donc, sur la question que vous évoquez, j'avais fait une étude en 2016, justement, qui expliquait, qui essayait de trouver des facteurs sous-jacents au fait que sur des projets d'énergie renouvelable, il y avait une plus ou moins grande acceptabilité. Et j'avais retrouvé un petit peu des notions liées à la confiance, à l'activité associative, à certaines valeurs portées par la population, notamment les valeurs environnementales, avec quelques paradoxes d'ailleurs, le syndrome NIMBY qui ressort assez fortement, évidemment. Donc là, la seule solution, encore une fois, c'est soit top-down, soit bottom-up. L'idée, c'est de... Pour moi, mais encore une fois, ce n'est pas satisfaisant par rapport à votre demande, mais... je pense qu'il n'y a pas de solution en réalité au problème. Mais par contre, on peut amorcer la pompe sur des territoires où il y a ce terreau favorable. Donc là, les sciences sociales peuvent nous aider en identifiant les facteurs qui favorisent l'élaboration de la réalisation de ce type de projet. Et puis, c'est ensuite qu'on pourra transférer. Et c'est pour ça, encore une fois, que les démonstrateurs territoriaux sont intéressants, parce que le principe des démonstrateurs territoriaux, c'est on teste une nouvelle organisation, des nouvelles façons de contractualiser entre des acteurs qui n'ont pas forcément des intérêts convergents. Et puis, une fois qu'on a montré que ça marche, on peut essayer de le répliquer ailleurs. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution immédiate. Moi, j'ai commencé ma carrière sur le programme Leader, où j'essaie de comprendre pourquoi ça marchait mieux qu'ailleurs. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des endroits où ça marchera toujours très difficilement et on sera plutôt sur des approches un petit peu coercitives. Et par contre, les territoires qui sont un peu dans le ventre mou, qui sont un peu entre les deux, on peut utiliser cet effet de démonstration. Bon, c'est pas complètement satisfaisant, mais je pense que les sciences sociales ne peuvent pas apporter beaucoup plus à ce stade. Une dernière question, Président, vous m'autorisez? Une dernière, courte et réponse courte, comme on dit. Merci Yannick Philippe, donc je représente la FNSEA et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Alors c'est vrai que
Juste une remarque, oui, Monsieur Mercier, ce dogme de la jachère qui serait l'alpha et l'oméga de la biodiversité, je vous demande d'y réfléchir. Et notamment, on avait eu déjà cette présentation sur la réintroduction du loup il y a une cinquantaine d'années en France. Aujourd'hui, on voit que certains territoires qui ont brûlé cette année nous disent qu'il faut remettre des moutons. Sauf que pour mettre des moutons, il faut enlever le loup. Je sais que ça pose un problème. Et c'est un peu la même chose sur la jachère. Aujourd'hui, si vous mettez trop de jachère, dans quelques années, on viendra vers nous pour faire de la jachère. Moi, la question, et notamment sur les questions des jachères pour faire de la luzerne, est-ce qu'au sein du ministère de l'Agriculture, il y a une réflexion pour que peut-être qu'on ait un élément fiscal ou de contractualisation entre des éleveurs et des producteurs de luzerne un peu plus fort pour qu'on soit un peu moins dépendant des importations de protéines végétales qui viennent des Amériques, comme ça a été présenté. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à travailler parce que moi, je suis éleveur, utilisateur bien sûr de soja, mais aussi de luzerne. Et je pense qu'on a quelque chose à travailler qui revient un peu au patchwork, comment on peut contractualiser entre éleveurs et céréaliers sur ce sujet-là. Ouais, alors là, pour le coup, très clairement, c'est une question qui s'adresse au ministère. Donc là, je n'ai pas mandat pour répondre. C'est un sujet qui est assez complexe. Après, bon, les collègues du Bureau des grandes cultures sont l'étage au-dessus, et c'est à mon étage et les collègues de la PAC. Mais voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas... Le dialogue, il continue. Mais là, pour le coup, je n'ai pas mandat pour vous répondre sur ce point-là. Désolé, alors on va terminer là-dessus. Jean-Marc Collin, merci encore beaucoup. C'est à vous. C'était vraiment très passionnant. Promouvez la bioéconomie. Un petit, oui, un petit voilà. mot parce que c'est bientôt Noël. Voilà, donc on vous a procuré l'ouvrage de Jean-Marc Callois, donc intitulé Le renouveau des territoires par la bioéconomie. Donc les stocks sont dehors. Vous pouvez vous adresser à Grégoire qui vous remettra cet ouvrage. Et j'en profite pour saluer aussi Danielle Lechet, qui est présente parmi nous, qui est une grande amie de la filière, qui est rédactrice en chef de Valeurs Vertes, qui fête ses 30 ans. Et avec Daniel, on s'est dit, comme nous, ça fait à peu près 30 ans qu'on travaille à la décarbonation. Alors, je mets à part les pionniers périgourdins et bourguignons ici présents qui ont toujours fait de la biomasse. Et vous avez un très beau 4 pages qui raconte un peu l'histoire de la décarbonation de notre filière. Donc, pareil, c'est offert et vous pouvez vous adresser à la table en sortant. Voilà, je laisse continuer dans le président le rapport d'orientation et puis tout à l'heure. Merci. Oui, merci. Également, merci à Monsieur Mercier et Monsieur Callois. L'idée vraiment de ces présentations, c'est de vous faire aussi prendre conscience de ce qui se passe à Bruxelles, de parler de la bioéconomie. En fait, on y est dedans aussi par rapport à la bioéconomie. Monsieur Callois, vous l'avez bien dit, mais après, c'est toujours, c'est quoi la suite? Et l'avantage d'avoir ces interventions, c'est de pouvoir réagir aujourd'hui, comme vous l'avez fait. Je vous remercie pour vos questions. Et puis aussi, en sortant de cette réunion, de vous dire, tiens, j'ai entendu ça, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit message avant de vous présenter le rapport d'orientation. Je demanderai à tous les administrateurs donc, de Luzerne de France de rester dans cette pièce juste après la présentation de ce rapport, parce qu'on passera donc au renouvellement du bureau. Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes, les administrateurs, administratrices, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration et tous les amis de la Luzerne. 7 mois ont passé depuis notre assemblée du printemps. Vous vous rappelez, on a fait une assemblée au mois d'avril, parce qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière pour cause de Covid au mois de décembre. Et pourtant, donc, cette assemblée qu'on a fait il y a 7 mois, les temps forts pourtant, donc, les temps forts de fortes tempêtes que j'évoquais alors n'ont pas faibli. Vous vous rappelez, notre ami Christian de Pertuis l'avait bien décrit, le temps des révolutions est devant nous. J'ai tendance à dire qu'il avait vu juste, mieux, nous sommes rentrés de plein pied. Nous, les coopératives réunies unitairement donc, à la coopération agricole Luzerne de France, pensions y être préparés. Comme beaucoup, nous sommes rendus à l'évidence à mesure que les jours s'égrenaient. Préparés, nous l'étions, mais la cadence autant que l'intensité des changements nous ont surpris. Commençons par l'énergie, dont notre belle filière, vous en conviendrez avec moi, d'ailleurs, n'a jamais manqué. Comment ne pas valider aujourd'hui le choix fait par le passé de tourner le dos aux énergies fossiles le plus rapidement?
Comment fumeraient nos usines dans une telle configuration, en ces temps d'inflation forte, folle, dont personne ne sait vraiment quand et où elles se termineront? Eh bien, je vais vous le dire, elles ne fumeraient plus, et vous le savez aussi bien que moi. Alors maintenant, nous avons deux possibilités qui s'offrent à nous. Nous satisfaire de cette aubaine, ou faire ce que nous avons toujours fait, à savoir nous mettre face à notre miroir le matin et nous questionner sur l'avenir. Comment conforter nos approvisionnements en biomasse, puisqu'il s'agit là du choix majoritaire fait par la filière. J'ai bien quelques idées qui me viennent, considérant les critères de durabilité que la Commission européenne va imposer au règlement qui nous oblige, m'inspirant des propos tenus à l'instant même par Jean-Marc Callois et son renouveau des territoires par la bioéconomie. Nous devons aller au-delà de ces sujets. Nos plaquettes de bois sont produites localement. Elles sont issues de pratiques forestières vertueuses et structurées. Les filières amont sauront en produire demain, pour autant que nous en rationalisions les usages. Pour concrétiser donc cet avantage compétitif, nous devons passer par la certification sans nous interdire la réflexion autour de la diversification de nos solutions de décarbonation. Pour cela, le service de l'État nous l'ont montré. Ils sont à nos côtés. Et ensemble, nous bâtissons nos outils de production de demain. J'aurais dû d'ailleurs saluer ici la présence de Frédérique Millard du ministère de l'Écologie, de l'Énergie et des Territoires, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle était dans le métro, mais elle a fait demi-tour et la connaissance, c'est qu'elle avait une bonne raison, elle est un petit peu trop malade. Mais d'ailleurs, elle s'est impliquée récemment dans nos démarches de décarbonation. C'est d'ailleurs en ses propres services que sont comptabilisés nos efforts en la matière. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer, mes amis, que nous avons passé la barre des 90% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2022. Qui a dit que l'industrie n'avait pas pris conscience de l'urgence climatique? Pour autant, et je vois le regard des directeurs généraux de nos coopératives que je salue pour leurs efforts en ces temps particulièrement complexes, certains fondamentaux ont été largement bousculés depuis le printemps. Je pense notamment au coût de l'électricité, dont personne ne pouvait présager qu'il s'envolerait vers les sommets que nous connaissons. Alors, faut-il pour autant demain produire notre propre électricité, de la même façon que fut un temps nous songions à brûler des déchets domestiques? Et quid de la plaine? Ne pouvons-nous pas, fortes de flottes captives sur des territoires circonscrits, envisager de faire circuler nos engins au biométhane carburant? Pourquoi pas? Ces questions, mes amis, nous devons nous les poser. Nous les reposer pour certaines. Cela tombe bien, puisqu'en 2023, nous arriverons à mi-parcours de notre réflexion stratégique Luzerne 2026. Rappelez-vous, celle-là même que nous avions ébauchée début 2020, quelques jours avant le premier confinement. C'était hier, et ce monde que nous connaissions a tant changé. Eh bien, je vous propose de le retrouver en séminaire à l'automne prochain pour ce qui sera l'un des grands rendez-vous de la filière en 2023. Celui d'une nouvelle remise en question, d'un enrichissement de nos travaux, car Luzerne 2026, c'est notre moteur de la compétitivité de demain, de notre compétitivité de demain. Cette compétitivité, c'est celle qui nous permet, nous, agriculteurs, de vivre de notre métier, de transmettre à nos enfants des outils calibrés pour relever les défis de demain avec ambition. Oui, qui aurait pu croire que demain, le poids carbone de nos produits sera un atout pour entrer dans la formulation des aliments de nos clients? Nous en prenons pourtant le chemin. J'en appelle ici à faire de même sur notre amont agricole, tout aussi bousculé. Sur ce plan, les défis sont pour le moins nombreux. Tout d'abord, nos rendements sont challengés par l'effet incontestable du changement climatique. Nous y sommes, mes amis, par les effets de la sécheresse ou de trop plein d'eau. Nous observons des déficits affectables soit à la physionomie de la plante, soit à notre capacité technique ou économique à récolter.
pour pouvoir sécher des produits qui ne seraient pas suffisamment préfanés en temps de pluie. Voilà, donc 1 tonne, pourquoi pas 2, qu'il va falloir aller chercher au niveau des pratiques culturelles renouvelées, voire de variétés alternatives. Sans quoi, c'est la compétitivité même de la culture de la luzerne qui pourrait, à long terme, être remise en cause. Je ne l'envisage pas, et je sais que les membres du Conseil de Luzerne de France réunis dans cette assemblée partagent mon sentiment. Pour autant, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, particulièrement une année comme celle-ci. La Luzerne souffre d'un déficit de compétitivité par rapport aux cultures céréalières qui justifie pleinement l'intervention renouvelée dans la PAC 2023 sous la forme d'une aide couplée. Je le répète ici avec d'autant plus de force que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire nous fait l'amitié de sa présence. Merci Madame Malo, qui doit être là aujourd'hui, et que le ministre a porté cette voix à Bruxelles. Alors, cela ne nous exonère pas de mettre en avant toutes les qualités environnementales de notre culture, valorisées d'autre part par un accès facilité aux nouveaux dispositifs d'éco-régime mis en place dans la nouvelle programmation. Une frustration tout de même sur ce point. Nous peinons toujours à financer, à trouver des financements pérennes pour payer les services environnementaux de notre culture. Et ce chantier-là, nous devons nous le réapproprier. Comme vous le savez, Luzerne de France ne faiblit pas dans ses travaux pratiques visant à acquérir des connaissances sur le stockage carbone permises par une luzernienne. L'occasion pour moi de saluer une autre personnalité de cette assemblée, Jean-Marie Chauvet, de la fondation du site Paris-Reims, qui finance nos travaux, on vous l'a dit, je crois, en tout début. Avec Philippe Lecomte et le réseau Biodiversité Abeilles, nous avons à cœur de mener à bien le chantier des bancs de biodiversité que nous avions conceptualisé sous le haut patronage du Muséum national d'histoire naturelle et que Apiluse, sous l'impulsion de Symbiose et de notre ami Hervé Lapie, a si bien orchestré. Et que dire de cette formidable capacité de la Luzerne à fournir un reliquat azoté aux cultures suivantes alors même que ses coûts explosent. Nous devons poursuivre ce travail de communication avec, d'une part, les centres de gestion. Je pense en particulier à valoriser l'excellent travail initié, pour ceux qui connaissent, par Osez Ancret. Et d'autre part, les organismes de recherche. Ceux-là même, dont les outils doivent intégrer demain l'ensemble de nos résultats positifs afin que nos produits puissent bénéficier d'une juste et pleine valorisation. Suppléant à ces atouts agronomiques, les bénéfices apportés par la luzerne dans l'alimentation des animaux constituent l'autre levier majeur de valorisation de nos produits. Nous ne pouvons pas faiblir dans nos efforts de recherche. Aussi, nous souhaitons lancer dès 2023 un ambitieux programme multi-espèces, fort de l'héritage de nos travaux récents. Je pense notamment au dossier équin, dont le rapport final nous a valu de recevoir les félicitations de France Agrimaire. Conçu avec le souci de créer de la valeur et ouvrir de nouveaux marchés à nos produits, nous le soumettrons à la sagacité de ces experts lors d'un prochain appel à projet. Permettez-moi à présent de porter un regard au-delà de nos frontières puisque l'occasion s'y prête. Laurent Mercier nous a éclairé sur la politique européenne en matière de production de protéines végétales en cours et à venir. Parmi les dispositifs qui seront mis demain à notre disposition, comme vous le savez, il y a un accès à des fonds opérationnels européens, qui jusqu'alors se concentraient autour des filières animales et des fruits et légumes. Nous devons saisir cette opportunité pour renforcer la position de nos producteurs dans la chaîne de valeur. Ces fonds, mes amis, il nous faut les distribuer en programme opérationnel pour les mettre demain au service de la stratégie de chaque coopérative inscrite dans la prospective Luzerne 2026. Il est fondamental qu'ils puissent déboucher sur la plus grande pluralité d'interventions de l'amont à l'aval, celle offerte par le règlement européen afférent. Ces jours, nous avons
rendez-vous avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire afin d'encadrer les fondamentaux et nous positionner pour en bénéficier dès leur ouverture pressentie donc le 1er janvier 2024. La houlette couplée vient préserver la compétitivité de la luzerne, l'éco-régime valoriser les vertus environnementales de la luzerne. Ces programmes visent à structurer notre filière pour développer nos surfaces, financer nos outils de demain. Planification de la production, ajustement de l'offre et de la demande, biodiversité, atténuation, adaptation au changement climatique, production biologique, promotion et communication, certification, tout y est. À nous de nous organiser pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Unis, nous y parviendrons. C'est la condition même du succès, celle-là même que nous aimons partager. Quelques mots enfin pour finir et ne pas faiblir dans mon envolée internationale. Nous revenons de San Diego, où la filière s'est rendue ces jours derniers au Congrès mondial de la luzerne organisé à l'Université Davis de Californie. Dites-vous bien que le monde change également dans les tréfonds de l'Imperial Valley et que désormais, on y parle rationalisation de l'irrigation, atténuation des impacts environnementaux. Croyez-moi, venant des États-Unis, ceci est une révolution. Nous l'avions vu venir, et d'ailleurs pour mieux anticiper la prochaine, avec nos camarades européens, nous avons pris l'initiative d'organiser le prochain Congrès mondial de la luzerne en 2025. Il aura lieu en Europe. La France est candidate, comme le seront certainement d'autres pays, et nous aurons à cœur de démontrer que dotés de coopératives unies, d'une recherche de premier plan et de pouvoirs publics à l'écoute, nous pouvons, l'espace d'un congrès, accueillir et éclairer le monde. Oui, soyons ambitieux. Le talent des hommes et des femmes de notre belle filière nous l'autorise amplement. Avant de terminer, un grand merci à notre directeur Yann Martinet, à toute son équipe pour l'implication sur tous les dossiers urgents ou non. Nous sommes avec Yann à vos côtés pour porter les demandes de notre filière luzerne dans ces temps complexes, donc remplis d'opportunités. Merci à vous tous et à toutes, et vive la luzerne. Voilà, on en a terminé avec notre assemblée. Je vous remercie pour votre présence. Je pense que le déjeuner va commencer et ça sera encore l'occasion de terminer autour d'un bon repas et d'un verre. Merci à vous tous.